Bien, bonsoir à tous. Je vais faire deux transitions. La première, on va switcher sur la langue française, on va évoluer vers le français. Et deuxième transition, on va parler de la transition verte maintenant. Alors, on ne va pas vraiment découvrir le sujet, puisque vous l'avez vu, la commissaire McGuinness l'a déjà beaucoup abordé dans son discours. Elle a mis la pression très forte sur l'AMF, mais aussi sur les acteurs de la place, vous l'avez entendu. Vous avez aussi entendu les premiers panélistes que je remercie qui ont déjà largement parlé d'ESG alors que je pensais que ça allait être réservé à nous. Mais vous voyez maintenant, on ne peut plus s'en empêcher. Tout le monde doit en parler de cette transition verte. Évidemment, elle nous attend, elle est énorme et avec ce financement de cette transition verte, tout de suite vient, et c'est une des questions qu'on se posera, les accusations contre le monde de la finance en ce qui concerne, pardon pour l'anglicisme, le greenwashing. Pour parler, ces sujets vont ou sont en train de changer fondamentalement le financement de cette transition verte à travers des réglementations. La commissaire y a fait allusion. Sachez que pour les gestions, pour les gérants d'actifs, ça y est, c'est commencé. Ils ont le texte SFDR européen qui commence à rentrer en vigueur cette année. Pour les particuliers, quand vous allez aller dans vos agences bancaires l'année prochaine, on vous demandera, dans le cadre de la révision de MIF 2, vos préférences ESG. Pour les entreprises, vous avez, comme l'a dit la commissaire, Corporate Sustainability Disclosure Directive qui rentre en vigueur en 2024 sur 2023, mais qui prévoit quand même une vraie révolution dans les disclosures, dans les informations, dans le reporting qu'on demande aux entreprises. Et enfin, on a la taxonomie, où on va demander à certaines entreprises dès l'année prochaine, là aussi, de se situer par rapport à cette taxonomie qui rentre petit à petit en vigueur. Alors tout ça, qu'est-ce que vous en pensez, mes chers panélistes? Est-ce que ça va servir à quelque chose? Comment est-ce que vous voyez ces nouvelles règles? La présidente de l'AFME, je l'ai entendu dire qu'en France, on était leader dans ce secteur-là. Est-ce que vous êtes d'accord et est-ce qu'on va y arriver? Voilà pour répondre à ces questions très générales. J'ai la chance d'avoir deux représentants du monde privé, de l'entreprise. Thierry Déot, je commence par l'extrême gauche, vous n'avez aucune connotation, qui est ici comme président de Meridiam, donc un très grand fonds de financement d'infrastructures, mais aussi comme patron, président de Finance for Tomorrow. J'ai la chance à ma gauche d'avoir Meka Brunel, administratrice directrice générale de Gecina. Tout le monde, je pense, connaît Gecina, la plus grosse foncière française et je crois européenne aussi, de bureaux, 20 milliards d'euros environ de patrimoine et surtout des bureaux. J'ai la chance d'avoir deux politiques, un politique français, Alexandre Holroyd, député, qui l'année dernière a réalisé un rapport sur la finance verte au service des accords de Paris. Vous nous direz aussi un an ou un an et demi après ce que vous en pensez. J'ai aussi la chance d'avoir un député européen. Merci à Pascal Durand d'être venu exprès de Bruxelles. Vous êtes aussi rapporteur du texte CSDR dont on a déjà un peu parlé. Je suis sûr que vous allez nous apprendre des choses sur ce texte très important pour les entreprises. Et enfin, last but not least, comme on dit en mauvais français, Benoît Leguet, qui est aussi parmi nous, peut-être plus comme économiste, I4C. Vous êtes également membre de l'Institut pour le Haut Conseil pour le climat et l'Institut de l'économie pour le climat, donc c'est l'entité que vous présidez. Je commence par vous, à ce titre-là. Est-ce que vous pouvez nous planter le décor, cette transition verte? Où est-ce qu'on en est? Et un regard peut-être déjà sur ce que font les entreprises à ce sujet. Bien, merci Benoît. Je commence, vous m'arrêtez quand vous voulez, hein. Enfin vous me coupez la parole quand vous voulez. Donc peut-être du côté de l'Institut de l'économie pour le climat, pour préciser, on travaille sur tout un tas de sujets. Mais en gros, notre objectif, c'est de contribuer à l'article 2.1c de l'accord de Paris que vous avez tous en tête, qui est aligner les flux financiers avec les objectifs climatiques, donc 2 degrés et adaptation au changement climatique. Aligner les flux financiers, sous-entendu, nous sommes peut-être aujourd'hui dans un monde dans lequel les flux financiers ne sont peut-être pas complètement alignés avec les objectifs de l'accord de Paris, et donc nous on cherche à contribuer à redresser ça. Alors j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la première table ronde,
effectivement, j'entends, je suis d'accord sur le fait qu'il y a une mutation de la finance vers l'ESG, donc thème qui a été abordé en pirate sur la première table ronde, alors qu'on pensait que ça allait être l'apanage de la deuxième table ronde, sur les questions de finance durable. Mais en fait, il n'y a pas, ou très peu, me semble-t-il, de changement dans l'économie réelle. Moi, je m'intéresse, au-delà de la réglementation financière, de la régulation financière, je m'intéresse également à des questions d'investissement dans l'économie réelle. Et en fait, c'est ça qui compte à la fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de l'ébullition dans la finance, c'est super, je ne vais pas vous dire que c'est nul, au contraire, il faut continuer. Mais quand on regarde les chiffres d'investissement dans l'économie réelle, et c'est ça qui va préfigurer les émissions de demain, on peut se dire finalement, est-ce qu'il y a beaucoup de changements? Peut-être pour donner deux chiffres, pour donner quelques éléments sur une étude qu'on va sortir demain, que je vous encourage à regarder. En gros, pour faire simple, les investissements verts, je parle dans l'économie réelle, pas au sens investissement financier, augmentent, c'est bien, en France, mais pas assez vite. Et en revanche, les investissements fossiles décroissent, mais pas assez vite. Et donc la question, c'est de savoir comment on fait pour accélérer le vert, faire décroître le marron. Et puis, il y a un éléphant dans la pièce également. Et donc, en tout cas, la finance verte, c'est ça aujourd'hui. Disons, il y a l'accélération des financements verts, la réduction des financements marrons. Et puis, il y a également l'éléphant dans la pièce, qui est comment on fait transiter tout ça, comment on accompagne finalement les acteurs de l'économie réelle. Et aujourd'hui, en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a surtout une réglementation qui s'intéresse au côté finance verte, peut-être un petit peu moins aux autres volets de la transition. Et donc, peut-être pour commencer, et puis je m'arrêterai après, mais le truc, il me semble qu'il faut aller plus loin. Alors, pour utiliser un anglicisme, un barbarisme, il faut aller plus loin dans le mainstreaming, c'est-à-dire finalement intégrer le climat dans l'ensemble des prises de décision des acteurs financiers et des entreprises, et verdir in fine l'économie. Ce que je vois aujourd'hui, et ça a été mentionné dans la table ronde précédente, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis sur les questions de transparence, de disclosure, également sur les questions de risque. Si je vous dis des noms barbares du type TCFD, article 173, article 29, si je vous parle de double matérialité, vous me dites, bah oui, bien sûr, ça me parle. Il y a 5 ans, je vous aurais dit la même chose, vous m'auriez dit, mais de quoi il parle? Là, ça vous semble quelque chose de très naturel. C'est super, mais ça ne suffit pas, me semble-t-il, pour enclencher rapidement une transition ordonnée. Et en fait, c'est de ça dont on a besoin, enclencher rapidement une transition ordonnée. Et donc, il y a peut-être tout un tas de choses à faire. Mais là, je vais peut-être m'arrêter à ce stade. Il y a des choses à faire par les pouvoirs publics et les superviseurs. D'accord, ça c'est du teasing. Je vous redemanderai tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut faire de votre point de vue dans la deuxième ronde de cette table ronde. Allez, je passe la parole maintenant à Thierry Déot. Donc, vous, en tant que gestionnaire de fonds, concrètement, avec Meridiam, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous réconciliez des objectifs de rentabilité avec cette transition verte? Comment vous voyez les choses? Merci. Alors, pour un gestionnaire de fonds, notamment en infrastructure, c'est assez facile d'être en direct avec l'économie réelle. Voilà. Donc, ma vie pour accompagner la transition écologique est peut-être plus facile. Peut-être se remettre aussi dans le contexte de ce que ça veut dire la transition écologique et finalement les promesses de net zéro que tout le monde se fait et tous les engagements qui sont pris par les acteurs. D'abord, il y a l'investissement, notamment en infrastructure, il est nécessaire et il peut accompagner cette transition à 3 niveaux qui se font évidemment à pas de charge puisqu'il nous reste peu de temps, peut-être une décennie, pour essayer de renverser la vapeur. Le premier niveau étant celui finalement de l'adaptation, celui de l'ajustement des usages et de l'optimisation qui nécessitent des investissements faibles, mais que typiquement ce sont des investissements de type technologique qui peuvent améliorer les usages. Ça veut dire améliorer l'usage de votre infrastructure avec quelques outils supplémentaires, par exemple. La deuxième phase, qui est la phase peut-être la plus importante, c'est remplacer l'outil industriel. C'est fermer les centrales thermiques à énergie fossile pour les remplacer par des centrales bas carbone. Donc ça, c'est des investissements beaucoup plus lourds. Et évidemment, je dirais qu'aujourd'hui, il y a un appétit énorme de la part des investisseurs et des fonds pour venir soutenir cet investissement de façon, parce que ce sont des investissements très longs, certainement, mais qui sont vraiment la cible, le cœur de cible des fonds d'infrastructure.
Et puis la troisième étape qui est la plus dure, hein, c'est changer les modes de vie. Changer les modes de vie, ça veut dire prendre tous les transports en commun plutôt que la moitié d'entre nous. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça nécessitera un accompagnement assez fort. Et c'est là aussi, sans aller trop dans les détails, que les sujets d'accompagnement social ou de la transition juste se posent. Puisqu'on bascule vers... alors après, ça fait débat quand les ministres disent qu'il vaut mieux habiter des surfaces moyennes en immeubles que des grands pavillons avec des terrains. Mais le fait est que la question se posera demain sur cette troisième étape de comment on finance ce changement. Donc, d'un point de vue des rendements, je crois que je vais parvenir sur toute la réglementation qui accompagne en fait un mouvement de fond de prise de conscience, mais aussi d'engagement des investisseurs. Je crois que depuis la COP 21, on est en accélération permanente sur un engagement fort de ce que je vais appeler en bon français les asset owners, qui sont ceux qui ont les actifs en fin de course. Et cela demande, et c'est le cas chez Meridiam, un rendement financier, mais au même niveau qu'un rendement non financier. Et c'est ce rendement non financier, donc d'impact, dont on pourra parler un peu plus tard, de rendement à la fois à l'impact environnemental, social qu'on peut avoir quand on fait des investissements, devient aussi important. Donc aujourd'hui, je pense que nous sommes nombreux à l'être, mais en tout cas, nous sommes dans une logique de mettre ces deux rendements sur le même niveau et de ne plus pouvoir faire l'un sans l'autre. Vous financez encore des aéroports ou des autoroutes, par exemple ? Oui, quand on est un investisseur de très long terme, de 25 ans comme nous, on peut aussi, je vous disais qu'il y avait une phase d'adaptation et une phase d'optimisation. Les aéroports et les autoroutes qu'on a, il faut améliorer la façon dont l'énergie ou l'eau est consommée sur ces actifs. Il faut que l'énergie qu'ils consomment soit de l'énergie bas carbone. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour amener des actifs qui a priori sont carbonés vers des actifs moins carbonés. Mais c'est vrai aussi du développement des véhicules électriques et nous avons investi massivement dans une société de bornes de recharge qui met en place un système européen de bornes de recharge pour justement accompagner les actifs qui au départ étaient carbonés et accompagner cette pénétration du véhicule électrique en Europe. Parce que sans système de recharge, on n'aura pas d'électrification des transports. Vous avez un discours sinon très politiquement correct sur le fait que vos investisseurs, ils cherchent les deux à la fois, du rendement financier et du rendement en carbone. Vous avez quand même parfois des arbitrages à faire. Et vous avez bien des investisseurs qui doivent renoncer à un peu de rendement financier pour contribuer davantage à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, c'est plus facile de renoncer aux investissements carbonés que de renoncer aux... Non, mais l'arbitrage, il est quand vous avez intégré. Alors, il se trouve que nous sommes aussi une société à mission. Donc, quand dans vos statuts, vous avez intégré le fait que le rendement financier est au même niveau de l'objet social de votre société que le rendement non financier, ces arbitrages sont beaucoup plus faciles. Et quand on s'engage justement à 3 ans à un alignement sur les 2 degrés et avoir des températures de portefeuille qui soient plus proches de 1,5 que 3,5, l'arbitrage il est assez vite fait sur le carbone. Un avis sur la taxonomie qui arrive ? Est-ce que ça vous aide ? Est-ce que vous l'utilisez dans vos choix d'investissement, dans vos présentations ? On l'essaye, on l'a beaucoup discuté, notamment avec la Commission en tant que Finance for Tomorrow, mais aussi pour Meridiam. Je crois que c'est un vrai pas en avant, la taxonomie. Alors elle a ses inconvénients parce qu'elle est compliquée, et puis c'est une taxonomie qui n'est que climat. Et si on pense au développement durable et qu'on pense à l'accord de Paris, il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi 17 objectifs de développement durable. Il y a des sujets sociaux, il y a des sujets de biodiversité et plein d'autres. Et cette taxonomie aujourd'hui, elle ne traite qu'un seul sujet. Et donc, dans son côté un peu noir et blanc, elle peut faire un peu peur. Et c'est normal aux entreprises, aux investisseurs. Donc il va falloir aller plus loin.
Il faut d'autres taxonomies pour compléter cette taxonomie, pour avoir une vision plus j'allais dire holistique, mais vous allez me tuer, plus globale de cette transformation écologique, parce qu'on ne peut pas voir que le carbone et le climat. Il y a tout le reste. Merci. Je vais me tourner vers Meka Brunel. Maintenant, à Gecina, vous avez adopté un plan de transition vers la neutralité carbone qui est ambitieux. Pourquoi est-ce que vous le faites? Comment est-ce que vous le faites en pratique? Et est-ce que vous avez des métriques, des indicateurs pour justifier ce que vous faites et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, merci de cette invitation et bonsoir à toutes et à tous. Gecina est une société, alors là, de plus en plus, on rentre dans des sociétés qui sont, comme vous avez dit, à cet honneur. Donc, on est propriétaire d'immeubles que nous donnons en location, 80% de bureaux, 20% de logements. Nous avons commencé, et nous sommes dans un secteur qui est très bien, puisque après l'automobile, après le transport, pardon, c'est le secteur le plus polluant au monde. Polluant en général, le carbone en particulier. La troisième chose, c'est que nous sommes dans un secteur totalement fragmenté mondialement, c'est-à-dire que vous avez le petit plombier du quartier, comme vous avez des grandes sociétés, vous avez toutes sortes d'individus très très fragmentés. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons d'abord commencé à mesurer notre impact carbone depuis 2008. Le décret tertiaire le mesure depuis 2010. Tout simplement parce que nous nous sommes dit, si nous voulons faire une action, il faut d'abord mesurer de quoi on parle. Nous avons constaté en début de cette année que nous avions baissé, enfin fin d'année dernière, nous avons baissé notre impact carbone depuis 2008 de 56% et de 26% depuis 2017. C'est-à-dire qu'en 4 ans, on a accéléré notre décarbonation. Et donc on s'est dit, le vrai sujet, c'est les immeubles existants. Nous avons plus de 80% de nos immeubles de bureaux qui sont certifiés, 100% de nos opérations de développement sont BBCA et en dessous des normes d'émissions de carbone. Alors effectivement, c'est le seul qu'on peut mesurer aujourd'hui, mais enfin ça a le mérite d'exister. Et nous nous sommes dit qu'il faut qu'on accélère parce qu'il faut qu'on intègre l'ensemble des parties prenantes, à commencer par les occupants de nos immeubles. Je ne parle pas de ceux qui signent les baux, je parle de ceux qui occupent, que ce soit en bureau, que ce soit en logement, et l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire toute la chaîne, y compris l'ensemble des fournisseurs. Donc nous avons lancé un programme qui s'appelle Canopée 2030, Canopée Carbone Net Zéro Plan 2030, sans compensation, en nous disant qu'il fallait qu'on soit dans la massification, qu'on aille plus vite, qu'on soit plus global et qu'on cherche des solutions plus pragmatiques pour y arriver, à la fois qu'on soit agile et à la fois qu'on soit plus global et plus, tenant compte de la masse que nous représentons et de notre puissance d'y arriver. Eh bien, je peux vous dire que ce programme que nous avons lancé depuis le début de l'année, qui fait suite aussi à quelque chose qu'on a lancé il y a 2 ans, qui est la taxe carbone interne. Nous avons décidé, sur tous les TRI d'opérations que nous faisons, mettre une taxe carbone, pas un prix carbone, une taxe. Parce que, d'abord, on est français, on aime bien les taxes. Nous sommes champions du monde. Il faut quand même utiliser les choses dans lesquelles nous sommes bonnes. Et puis, quand on dit taxe, les gens comprennent bien. Donc, on a dit à l'ensemble de nos acteurs qui s'occupent des immeubles, votre bonus dépend toute la gamme, pas simplement les assets, pas simplement les gestionnaires, etc., tous ceux qui s'en occupent. Votre bonus dépendra du TRI après carbone. Parce que c'est très simple. Je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde dans la salle. Moi, je sais qu'une tonne, c'est une tonne. Une tonne de carbone, je ne sais pas à partir de combien de tonnes ça va mal. Je ne sais pas s'il faut 1 tonne, 2 tonnes, une demi-tonne, etc. Donc, quand vous le transformez en monnaie, vous le sentez mieux. Et finalement, on se dit, la monnaie, ça sert à ça. Ça sert à faire l'échange. Donc, nous l'avons transformé en monnaie. Ça a créé une vraie émulation. Et on leur a dit, en revanche, si vous venez avec des solutions où vous allez chercher auprès de nos équipes d'innovation des idées qui nous permettent d'enlever ces taxes, c'est-à-dire qu'on améliore la qualité de l'immeuble de sorte que ça ne soit plus taxé, eh bien, on reviendra au bonus d'origine. Ça a créé une véritable émulation. Ça a été créé en 2019. En 2020, on a laissé un peu les gens tranquilles pour des raisons évidentes. Et cette année, j'ai demandé, parce que comme toute taxe, la taxe doit augmenter. Donc j'ai dit, voilà, je vous propose de nous faire des propositions d'augmentation de taxes. Et puis au bout d'un certain... Sinon, si c'est pas bon, c'est moi qui déciderai. Eh bien, contre toute attente, les équipes se sont réunies, ont travaillé
des semaines et des semaines, on réfléchit, et sont venus et nous avions commencé à 10 € la tonne et nous sommes passés à 100 € la tonne. Alors j'étais très surprise parce que c'était le chiffre que j'avais en tête. Et quand je leur ai demandé, tiens, comment ça se fait que vous êtes passé à 100 ? Ils nous ont dit, on n'a pas le temps, il faut qu'on accélère. Donc finalement, ça a créé une véritable éducation sur le terrain pour faire. Et comme conséquence de ça, pour venir à la finance, donc cette ambition, c'est une ambition réelle. Si on ne le fait pas, vous savez, la loi climat a été votée en mai. Et la loi climat, nous, on a lancé Canopée 2030 en mars. En mai, la loi climat dit les appartements qui sont classés, je crois E ou F ou G, F, je crois, eh bien, ne peuvent plus être loués du tout. Donc, on a un vrai problème de revenus à ce moment-là. Alors, on n'en a pas beaucoup d'appartements qui soient F, mais petit à petit, en avançant, ça va devenir de plus en plus dur. Donc, on a tout intérêt à accélérer. Et derrière cela, nous avons lancé le verdissement de la totalité de notre portefeuille obligataire a posteriori. Alors, ce n'est pas tout à fait de la taxonomie, mais nous avons changé le cadre, le framework, pour utiliser un anglicisme. J'en ai pas utilisé jusqu'à date. Eh bien, le cadre qui fait qu'on fait plus de reporting, on donne plus d'informations et on a dit, voilà les immeubles qui aujourd'hui, pour nous, sont la contrepartie des 5,6 milliards d'obligations que nous avons déjà. Et au fur et à mesure que ça augmente, on vous donnera plus d'informations, plus de transparence, plus de reporting, plus de données, ce qui nous permettra d'avancer globalement. Je voulais revenir sur votre plan de neutralité 2030 que vous avez présenté et les chiffres que vous avez donnés sur votre passé. Est-ce que vous avez des métriques qui sont dans votre secteur comparables avec tout ce qui existe et quand on compare votre foncière à une autre, je ne citerai pas de nom de concurrent, est-ce qu'on a des données vraiment comparables? Et deuxième question, vous parlez de 2030, c'est bien, c'est beaucoup mieux que 2050, mais est-ce qu'il y a des objectifs intermédiaires qui sont connus, qui sont publics au-delà d'un horizon à 9 ans? Alors, plusieurs choses. Il y a des métriques, il y a beaucoup de sujets, ça dépend quel angle de vue. Nous faisons partie, par exemple, de CDP, nous sommes classés A, nous faisons partie des tas d'indices, etc. Ça serait bien d'ailleurs de mettre de l'ordre dans tous ces indices parce qu'on passe plus de temps à remplir des papiers qu'à faire le boulot. Ça, c'est un message que j'envoie, ou du moins qu'on dise voilà la règle qui a été choisie et qu'on s'y tienne. Il y a aussi l'OID qui nous donne des comparaisons non seulement avec les sociétés cotées, mais également avec l'ensemble du patrimoine immobilier qui fait partie de l'Observatoire de l'immobilier durable. En gros, là où 80% de nos immeubles sont certifiés, sur la place, c'est 11%. On a des métriques. Et puis, il y a des métriques qu'on va créer. Il y a des métriques sur lesquelles on va s'appuyer. Nous avons, par exemple, lancé, vous parlez de biodiversité, une initiative il y a 15 jours avec 15 autres entreprises qui s'appelle BIG, Biodiversity Impulsion Group. Je suis désolée, c'est anglais. Mais pour dire, parce qu'on espère d'avoir d'autres Européens qui vont s'associer avec nous, pour travailler ensemble sur un programme de recherche et pour créer les métriques là-dedans. Vous savez qu'aujourd'hui, en matière de normes de carbone, aujourd'hui, un immeuble totalement minérable et un immeuble extrêmement planté a exactement la même valorisation au titre de BBCA, qui est le norme des bâtiments bas carbone. Donc il faut aussi qu'on tienne compte de tout ça. Tout n'existe pas, mais avec ce qui existe, c'est déjà une première étape pour avancer. Et de toute façon, moi j'ai une image. Je dis souvent que nous sommes en train de courir le marathon, non pas comme moi je courais avec mon mal de dos, mais comme les Kenyans, vous savez, ils commencent à full speed dès le départ. Et on a la vague de tsunami qui passe derrière nous, qui est en train de nous pousser. Donc, on n'a pas le choix, il faut qu'on court vite, vite, vite. On n'est pas sûr d'y arriver, mais en tout cas, si on ne part pas, on est sûr qu'on n'y arrivera jamais. Et votre ligne d'arrivée, c'est 2030 2030. Et avant? Et avant, on a des étapes qu'on a indiquées, qu'on est en train d'affiner pour donner les indications 2025-2028. Et au fur et à mesure, on va affiner nos obligations. D'accord. La taxonomie dans tout ça, vous l'avez en perspective? Elle vous guide ou Alors, la taxonomie, nous sommes concernés. Ça me fait tousser. À bien des égards, nous sommes concernés par l'énergie. Nous sommes concernés par les matériaux
Nous sommes concernés par les composants, nous sommes concernés par tout ce qui est logiciel, par les services, etc. Et nous sommes en bout de ligne, si vous voulez, de tout ça. C'est très binaire, la taxonomie. On est dedans, on n'est pas dedans. C'est pour ça aussi que Canopée 2030 nous permet aussi, ici de nous faire la main, et tout ce qu'on a fait sur le verdissement de nos bandes, qui est une innovation de Gessina, qui est en train d'être copiée un peu partout, mais c'est très bien de partager. Eh bien, tout cela, ça nous permet de nous faire la main et de comprendre. Mais le côté binaire pose problème. Par exemple, sur l'énergie, on a le débat aujourd'hui, les fossiles, ça ne va pas. Mais le gaz, le gaz, c'est quand même un peu fossile, mais quand même, bon. Le gaz et l'électricité, oui, mais quid, par exemple, de toute l'énergie qui viendrait de la transformation des déchets? Quid de toutes sortes d'autres innovations qu'on mettrait là-dedans? Donc, le côté binaire est un peu gênant, mais à la fin, c'est quand même bien d'avoir des règles. Les matériaux, c'est pareil. Ça va être un vrai sujet de débat dans tous les sens. Et les opérations qu'on lance, alors là, c'est un cri du cœur. Pour obtenir un permis, il faut 3 à 4 ans pour un immeuble normal. Le temps de construire, ça fait 7-8 ans pour que ça soit sur le marché. Entre-temps, les règles changent. On ne peut pas changer tout le temps tout, surtout qu'il faut faire des write-off comptables. Il faut mettre à la poubelle tout ce qui n'est pas, entre-temps, complètement amorti. Donc, on a quelques sujets comme ça, mais enfin, ça a le mérite d'exister. Et donc, on s'est fait la main en disant, on prend la main là-dessus. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Mika Brunel. Pascal Durand, maintenant, vous avez entendu, les investisseurs, les entreprises, elles ont besoin d'informations et d'informations comparables, normées. Le texte sur lequel vous travaillez avec le Parlement européen, CSRD, ça va répondre à toutes ces interrogations? Oula, c'est une responsabilité un peu lourde que vous nous demandez là tout d'un coup. Je sais que l'Europe, on attend beaucoup, enfin on la critique beaucoup, on attend beaucoup en même temps. Donc, non mais, moi sur les 3 interventions, d'abord merci de m'avoir invité. Merci aussi de penser européen, parce que c'est pas toujours le cas dans notre beau pays. Donc merci d'avoir effectivement posé le débat. Simplement, juste si on veut placer le contexte, c'est que nous sommes dans les entretiens de l'AMF et que dans le cadre de ces entretiens de l'AMF, vous m'invitez à parler de l'extra-financier et de la directive sur l'extra-financier. Et je crois que simplement ça illustre le changement d'état d'esprit dans lequel se situe maintenant le business d'une manière générale, et les investissements, notamment financiers. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à dissocier, on ne souhaite plus dissocier la question de la finance et de l'extra-financier. Et dans l'extra-financier, ça a été bien dit tout à l'heure, il n'y a pas que la question du climat. Il y a évidemment la question du climat, mais la CSRD, dont on va dire 2 mots, elle a aussi vocation à porter sur les questions sociales, sur les questions de discrimination, sur les questions de droits humains, c'est-à-dire tout un tas de sujets et de réputation, de capacité d'investir. Tout à l'heure, Mme McGuinness a très bien dit que les PME, notamment les PME, avaient besoin de lever des fonds, avaient besoin d'investissement. Et on voit maintenant cette convergence, pour beaucoup de raisons, certains par cynisme, d'autres par opportunisme, mais en réalité, moi je ne veux pas voir le mal, je préfère voir la volonté d'avancer. On a une convergence entre la vision à long terme de l'entreprise, de ses actifs, de sa valorisation, et en même temps des demandes qui sont des demandes de la société, des demandes de produits plus éthiques, de demandes d'une autre manière, c'est-à-dire en gros de ne pas simplement faire travailler des gens, des salariés dans des conditions bonnes en Europe, enfin bonnes ou moins mauvaises, etc., mais qu'à côté de ça, évidemment, on importe des produits qui seraient produits par des esclaves, par des enfants, etc., etc. Ce monde, avant, ne se parlait pas. Il y avait le monde, je vais faire vraiment à la serpe, mais il y avait peut-être le monde des ONG d'un côté, le monde d'un certain nombre d'organisations de consommateurs, et puis le monde sérieux de la finance, en disant, écoutez les amis, tout ça on comprend bien vos histoires, c'est mignon, d'ailleurs j'en parlerai avec mes enfants ce soir, mais en attendant, on va quand même regarder le TRI, on va regarder, etc., parce que c'est quand même là-dessus que, 1, moi je vais être jugé par mon board et par mes investisseurs, et 2, que j'ai mon bonus à la fin de l'année. Et donc les 2 cumulés faisaient un monde qui ne se parlait pas, qui se croisait à peine. La CSRD, et pardon d'être un peu long, mais c'est parce que c'est juste pour essayer de placer le contexte. La CSRD, elle a vocation à essayer de donner des indicateurs
et là je rejoins ce que vous dites madame, des indicateurs qui soient aussi partagés, rigoureux, que le sont les indicateurs financiers. C'est-à-dire que quand vous avez à analyser une entreprise, un bilan, etc., bien sûr, il peut y avoir, selon les secteurs, mais globalement, vous lisez les bilans, vous avez les classes, vous avez des auditeurs qui sont en capacité d'analyser la valeur financière, en tout cas, d'une entreprise. Eh bien, nous devons arriver à la même rigueur, à la même intelligence, à la même compétence sur les questions environnementales, climat, mais pas que, je répète, mais évidemment climat, carbone, social. Et le jour où on aura ça, on sortira du monde absurde dont vous parlez actuellement, où j'ai en gros 1700 types de rapports qui se chevauchent sur les questions extra-financières. Et j'ai, oui, du greenwashing, c'est-à-dire que le greenwashing, alors le vrai, le tatoué, le pur, celui qui ment ou celui qui déclare n'importe quoi parce qu'il sait qu'on ne peut pas le contrôler. Paf, ça c'est du greenwashing. Mais j'ai à côté de ça des entreprises qui sont vertueuses, qui essayent depuis des années de donner de vraies informations extra-financières. Si dans le marché, ces entreprises sont en concurrence avec des gens qui peuvent raconter n'importe quoi, sans contrôle, voire rien raconter du tout d'ailleurs, parce qu'il y a aussi l'opacité, eh bien ça ne marche pas. Voilà, donc la CSRD, c'est exactement ça. Et oui, il faut qu'on norme, oui, il faut que la taxonomie soit bien faite, donc il ne faudra pas reprocher à l'Europe peut-être de légiférer un peu trop, parce que pour le coup, si on ne régule pas, c'est le marché en entier qui n'a pas la capacité de pouvoir travailler correctement. Voilà, il y a un bilan, il y a des commissaires aux comptes, il y a des analystes financiers, etc. Tout ça part du même schéma. Eh bien, il faut qu'on arrive à la même chose sur l'extra-financier. C'est ce qu'on va essayer de faire au niveau européen. Merci pour cette force de conviction au profit de l'extra-financier. Alexandre Holroyd, point de vue d'un député français, est-ce que vous pouvez réagir d'abord aux propos de Pascal Durand? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de un an et demi après votre rapport, de tout ce qui a été réalisé ou est en cours en matière de reporting et de promotion de la finance verte? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité et ensuite je veux remercier Pascal Durand de faire le travail qu'il fait parce que je pense que cette directive, elle est absolument fondamentale. Enfin, s'il y a un élément seulement qui manque et qui est absolument essentiel, moi à l'époque où j'écrivais, on était sur la NFRD, donc on attendait avec impatience le texte qui est enfin là. Et ce texte, c'est la précondition à la majorité des choses qu'on évoque aujourd'hui, ou en tout cas que ce soit fait de façon raisonnable. Donc le réussir, pour le coup, vous avez la pression. Moi, le Premier ministre m'a demandé, donc Édouard Philippe à l'époque, de regarder ce sujet dans la période pré-Covid. C'était pas il y a longtemps. Et grosso modo, si je reviens sur les constats, mais très très rapidement du rapport, le constat c'était que l'Europe était de façon parcellaire, mais était à l'avance sur le sujet, que les acteurs français individuellement souvent étaient à l'avance sur le sujet, les acteurs du secteur financier dans leurs différentes catégories, mais qu'il y avait à la fois un manque d'outils à disposition du marché pour qu'il fonctionne bien et qu'il y avait une évolution philosophique nécessaire. Et je pense que ça rejoint ce qui avait été dit en premier, qui me paraît absolument essentiel, c'est toujours de se rappeler de pourquoi on fait tous ces efforts-là. C'est qu'éventuellement, on fait tous ces efforts-là pour réorienter des flux financiers. C'est l'objectif. Et clairement, quand j'écrivais le rapport, c'était pas le cas. Alors, est-ce qu'il y a eu des progrès depuis? Oui, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup et ça va assez vite. On est au rendez-vous de l'AMF, donc j'avais proposé une certification de l'AMF en matière de formation, chose qui est faite. Ça rentre en vigueur dans quelques jours. Exactement. Il y a eu l'article 29, il y a la CSRD qui a été proposée, il y a la taxonomie qui est sortie. Donc il y a eu beaucoup de progrès, même sur la taxonomie. Je rejoins ce qui a été dit sur la transition. Je pense qu'il y a une dimension extrêmement importante qui manque. Donc on est en train de remplir le gap d'outils. Après, moi, la chose qui m'inquiète toujours beaucoup, c'est qu'on finisse dans une maison avec beaucoup d'outils, mais avec peu de gens qui les utilisent de façon réelle. Et c'est pour ça que dans mon rapport, j'ai essayé de me pencher de façon très très fonctionnelle, très très pratique sur comment un acteur financier éventuellement se saisit d'outils. C'est pour ça qu'on est allé voir le modèle économique des agences de notation, le modèle économique des data providers, comment ça rentre dans une salle de marché, comment c'est inclus dans les décisions d'investissement, parce que c'est ce qui me paraît essentiel. On a quand même une petite maladie européenne quelquefois à finir avec des grandes cathédrales de régulation dont personne ne se saisit, en tout cas pas pour remplir leurs objectifs primaires, mais en tout pour remplir une obligation juridique. Et il faut absolument qu'on évite ce problème-là.
Donc je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est comment les acteurs se saisissent de ces outils. Alors il faut les finaliser, mais ensuite, comment les acteurs se saisissent de ces outils et comment ils sont appliqués pour passer de quelque chose qui est une niche, où on a un fonds qui fait ça et un petit fonds ici qui fait là, une partie de la banque qui fait ci, à un monde où la finance verte, et moi je me suis penché sur la finance pour le coup très centrée sur le carbone, parce que je pense que c'est un sujet qui a une maturité aujourd'hui qui permet à très très grande échelle de le prendre en compte dans les flux financiers, qu'il n'y a pas forcément sur d'autres sujets qui sont absolument essentiels, mais où ça doit être plutôt du cousu humain pour l'instant. Je pense que ce qui est essentiel maintenant, c'est de voir comment les acteurs, et de s'assurer que les acteurs financiers se saisissent de ce sujet-là, d'autant plus parce que dans cette année, dans ces 2 ans depuis le début du rapport, moi on s'était penché sur ce qui se passait aux États-Unis, il ne se passait pas grand-chose, sur ce qui se lançait au Royaume-Uni, il ne se lançait pas grand-chose, et force est de constater, c'est qu'il y a des acteurs autres qui rattrapent très vite et qui s'engagent très vite dans la même démarche et qui ont un pouvoir de normalisation de par leur pouvoir de marché qui est absolument hors norme. Et ce sujet-là, moi, quand je vois les décisions, alors qui ne sont pas totalement directement sur ça, c'est un peu de l'information consommateur, mais les pas que la SEC a pris, par exemple, la Securities and Exchange Commission aux États-Unis, ça montre qu'il y a un changement fondamental par rapport à quand moi j'y étais et que c'était sous l'administration Trump et que tout le monde se foutait éperdument du sujet côté américain, quand je vois les dernières déclarations de BlackRock identiques. Donc, je pense qu'il faut être très conscient qu'on peut passer beaucoup de temps à discuter des outils, mais qu'éventuellement, ce qui compte, pour utiliser un anglicisme, puisque chacun en a utilisé un, c'est the proof is in the pudding, c'est que les acteurs s'en saisissent et que les flux financiers soient orientés à travers ces outils-là. Et que la notion de comparatif, qui est ce qu'on recherche fondamentalement, soit graduellement, peut-être en commençant par le climat, puis en l'étendant à d'autres domaines, mais soit graduellement remplie cette condition qui est absolument essentielle pour qu'un marché fonctionne bien. Il faut de la transparence, il faut la donner, il faut l'accès à tous, et ensuite il faut de la comparabilité. Merci. Pascal Durand, peut-être 2 questions complémentaires. À côté de CSRD, comme vous le savez, il y a un grand débat sur ces normes comptables. Est-ce que le système européen qui produit des projets de normes extra-financières sous l'égide de l'EFRAG, qu'est-ce que vous en pensez? La double matérialité versus les projets internationaux IFRS. Eh ben, vous avez quasiment résumé, c'est-à-dire qu'en fait, on a plusieurs niveaux pour se poser ça. On a le niveau technique de l'applicabilité de la norme, c'est-à-dire à qui demande-t-on en Europe de construire la norme? Et on la demande effectivement, là en l'état, la Commission a saisi l'EFRAG, tout simplement parce qu'on a rattaché, mais c'était une réalité objective, l'extra-financier au financier, et qu'on essaye d'étendre un peu le champ de l'EFRAG en faisant rentrer un certain nombre d'ONG ou autres, ou de spécialistes des questions extra-financière dans une administration qui est déjà essentiellement financière. Mais la question que vous posez, elle a été évoquée déjà par mon excellent collègue, c'est que c'est aussi la question de la souveraineté européenne. Mais souveraineté, pas au sens je replie, je mets... Non. Est-ce que notre vision, vous parliez de la double matérialité, maintenant tout le monde sait ce que c'est, tant mieux, je n'ai pas besoin de l'expliquer, mais est-ce que je peux parler de double matérialité à un Américain en l'état ou à un Chinois? Il va me regarder avec des grands yeux en disant « mais de quoi il me parle? De quoi il me parle ?» Et donc, là où on a un vrai défi, mais qui est un défi de capacité à peser, pas du tout à s'isoler, c'est le fait que l'Europe soit en mesure d'expliquer comment elle voit l'avenir de l'entreprise, du business, de la finance, etc., à travers les questions sociales, environnementales et de rapport au monde qui nous entoure. Et moi, je suis vraiment très demandeur, et c'est pour ça que je poussais pour que ça démarre enfin, et surtout qu'on puisse terminer le vote au Parlement, et j'espère que ça sera le cas sur un planning qui est très serré, au mois de mars, au moment de la présidence française de l'Union européenne, et j'allais dire avant les élections, c'est-à-dire à un moment où les ministres actuellement en poste seront encore là pour pousser, notamment Olivia Grégoire, qui a énormément travaillé sur ce sujet, sur l'égide évidemment de Bruno Le Maire et du ministère de l'économie. Mais moi, j'ai vraiment envie que l'Europe soit en capacité de parler d'égal à égal, parce que notre marché vaut largement le marché américain, et qu'on ne refasse pas ce qu'on a fait avec l'IFRS, où du jour au lendemain, parce qu'aux États-Unis, il y a eu un scandale, bon, je ne reviens pas sur le contexte, crac, les normes ont changé, et puis on vous a dit, bah, vous vous alignez là, sinon le marché américain, vous l'oubliez. Et on s'est tous alignés. Et moi, je me souviens très bien, en tant qu'avocat à l'époque, on s'est tous mis à cavaler pour être formés, pour arriver à comprendre comment on pouvait faire, mais on s'est mis à l'ordre du jour. Et donc, pour la CSRD, il faut que l'Europe
non pas fassent la même chose, il ne faut pas avoir une vision impérialiste du monde. En revanche, il faut qu'on soit en capacité de dire voilà comment nous voyons le durable et la durabilité des entreprises. Maintenant, évidemment, discutons. Merci. On va avoir dans 7 minutes exactement à distance Bruno Le Maire qui va intervenir. Il n'a pas pu venir sur site, mais on va l'écouter par vidéo interposée. Excusez-moi parce que je comprends que ça va venir un petit peu avant la fin de ce panel. Je continue néanmoins les questions que je voulais vous poser et je me tourne à nouveau vers vous, Mecca Brunel. On va parler maintenant de Green Bond. Gessina, vous avez fait une opération originale, puisque l'année dernière, ou il y a quelques mois, vous avez un passif obligataire significatif et vous avez fait un grand switch en labellisant Green Bond, j'imagine en demandant l'accord de tous vos obligataires dans le cadre d'une masse et en faisant les choses évidemment très proprement sur le plan juridique. Mais finalement, ce n'est que du secondaire. Les immeubles de Gessina n'ont pas changé parce que vous avez fait cette opération. Est-ce que ce n'est pas du marketing financier dans toute sa splendeur ? Non, je ne crois pas. Je crois que vraiment c'est une opération, c'est vraiment de l'innovation financière au service de notre métier. On a un sujet chez Gessina et notre directeur financier n'aime pas les green bonds en tant que tel, pour une raison très simple, c'est qu'il dit, voilà, je prends un immeuble, je mets du green bond, à côté je peux être le plus grand pollueur du monde, celui-là, il est vert. Dans certains cas, on peut vendre un immeuble, garder le green bond sur le bilan de la société. C'est pas interdit, hein, mais c'est possible. Donc il y a quand même un problème de philosophie. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, c'était à la fin de l'année dernière, qu'ils sont venus me voir, les équipes financières, ils ont dit peut-être qu'on a une idée, on est en train de travailler avec quelques banques, et finalement c'est la Banque Verte, Crédit Agricole qui nous a suivis, CACIB, ça tombait bien, qui est de dire on va transformer a posteriori l'ensemble de ces obligations qu'on a déjà, 5,6 milliards d'euros, avec différentes souches, on va les transformer avec les mêmes critères des green bonds, en améliorant notre reporting, en disant voici la liste des immeubles qui sont éligibles, et voici, donc on a aujourd'hui 10 milliards en contrepartie des 5 milliards 6, et au fur et à mesure qu'on améliore la qualité des actifs, et on leur a dit qu'on allait l'améliorer, eh bien on va augmenter la contrepartie de ces 5,6 milliards. C'est-à-dire que c'est une opération de transparence, d'information complémentaire qui nous a permis de garder le financement global de notre société sans mettre un financement vert quelque part alors que tout le reste pourrait être polluant. C'était extrêmement exigeant, c'est pour ça qu'on devait faire le Canopé 2030 avant, pour s'assurer qu'on avait la capacité d'aller dans ce sens-là. Et derrière cela, nous n'avons pas changé les conditions financières de nos détenteurs de nos obligataires. Nous avons obtenu 92% des votes. La BCE ne vote pas. Il ne vote jamais, même quand c'est dans ce sens-là. Donc voilà. Nous avons derrière émis 500 millions d'euros sur 15 ans à 0,875. Donc un taux tout à fait... mais dans ce cadre nouveau qu'on a mis en place pour nos financements à partir de maintenant. Et ça pour vous, il y a une prime sur ces nouveaux financements ? Ils vous coûtent un tout petit peu moins cher ? Ils nous ont coûté moins cher que ce qu'on imaginait. Et la preuve, je vous dis, on a émis à 15 ans à 0,875. Et donc, finalement, ça a apporté... Au départ, d'ailleurs, les investisseurs nous disaient, les obligataires nous disaient, mais pourquoi ? Mais nous, on vous fait confiance, vous faites déjà, etc. Et on leur a expliqué, mais non, c'est pour nous amener à aller plus loin, plus vite. Parce que le financement, l'objectif ultime du financement, c'est que l'économie réelle, les objets, deviennent réellement verts. Donc, c'était à nous de regarder à quoi ça sert ces financements et à nous garder cette exigence à tous les niveaux pour aller dans ce sens-là. On a une autre innovation réglementaire financière qui va arriver, ce sont les EU Green Bonds. Les green bonds labellisés dans le système européen avec une condition pour éviter ce que vous décriviez. La condition, ce sera l'alignement sur la taxonomie des objets financés. Je ne sais pas quand ça rentre en vigueur, dans 1 an ou 2. Ça vous intéresse ? Ça nous intéresse beaucoup. Ça nous intéresse beaucoup tout ce qui est en train de se faire aussi sur le CSRD. Ça nous intéresse ce qui est en train de se passer au niveau européen parce que c'est quand même dans l'intérêt général
et dans l'intérêt de nos clients finaux, finalement. Chacun d'entre nous, d'ailleurs, est client final, quelque part, consommateur, conso-acteur. Et donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde d'aller dans ce sens-là, la finance au service de ce qu'on est en train de faire. Et c'est très bien que l'Union européenne prenne le lead cette fois-ci. Et pourvu que ça dure, en tout cas, vous avez le soutien du citoyen, de la citoyenne que je suis dans ce sens-là. Merci. Alors là, j'hésite. Soit je donne la parole à Benoît, soit je donne la parole à Monsieur le ministre Bruno Le Maire, s'il est en ligne. Il n'est pas encore en ligne. Bien. Donc, je me tourne vers Benoît Leguet. Et je vais vous demander, comme je l'avais indiqué, vous avez fait une introduction un peu critique quand même sur l'insuffisance de cette transition verte. Vous avez écouté les différents panélistes du monde de l'entreprise ou des politiques. Quelle est votre réaction? Est-ce que tout ceci va dans le bon sens? Et est-ce que vous voyez d'autres leviers pour accélérer cette transition? Et est-ce que le greenwashing aussi, de votre point de vue, c'est pas quelque chose qu'on n'aborde pas suffisamment? Alors je vais essayer de rebondir sur ce qui a été dit. Les leviers que je vois, notamment si j'étais un superviseur par exemple, et puis je vais peut-être aussi aller voir ce qu'on pourrait voir au-delà de la supervision stricto sensu. Il y a deux éléments qui me semblent importants et qui ont été abordés. Le premier, c'est l'encadrement des rémunérations qui a été abordé par Mecca Brunel. En tout cas, la question des rémunérations, je pense qu'on a une question d'encadrement des rémunérations. Pour mettre tout le monde à l'aise, parce que je sens que ça se raidit là dans la salle, c'est pas une question sur le montant, c'est une question sur la structure, sur l'horizon de temps, sur l'introduction de critères ESG, etc. Là, il y a peut-être un sujet. Finalement, comment on fait pour, disons, encadrer, au sens, encore une fois, pas montant, les rémunérations dans le secteur privé, j'allais dire les entreprises, au moins au niveau du top management, et peut-être dans le secteur financier, et là, j'allais dire peut-être pas simplement au niveau du top management pour le secteur financier, qui est un secteur assez particulier. Deuxième objectif, deuxième chose qui me permettrait d'aller peut-être plus loin, c'est avoir une obligation d'accompagner les objectifs qui sont pris par les entreprises ou pour les secteurs financiers de plans de transition. Là, je rebondis également sur ce qui a été dit par Mecca Brunel. Par exemple, les banques, les entreprises cotées. Moi, si je devais regarder, quand je dis plan de transition, c'est évidemment avec un contrôle du superviseur et sanctions s'il y a tromperie sur la marchandise, greenwashing, etc. Le greenwashing, c'est très grave parce que ça trompe un peu la planète et surtout, ça trompe l'investisseur. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut garder en tête. Donc j'imagine que le superviseur est dans son mandat en essayant de réduire la part de greenwashing. Moi, si j'étais un superviseur ou même plus largement quelqu'un intéressé par les questions de transition, je regarderais trois choses dans les plans de transition. La première chose, un objectif sans plan de transition, pour moi, c'est un objectif qui n'existe pas. Ça ne va pas être mis en œuvre. La première chose, c'est les processus internes à l'entreprise, y compris les questions de structure de rémunération. Alors, processus interne à l'entreprise, c'est des trucs pas sexy, c'est la comitologie, c'est les plans de formation et autres joyeusetés de ce genre. C'est pas sexy, ça claque moins que de dire, voilà, moi je vais être neutre en carbone à horizon 2050, mais en même temps, c'est ça qui va contribuer à faire le job. La deuxième chose, c'est les CAPEX pour les entreprises de l'économie réelle. Les CAPEX, en fait, ça raconte une histoire. Ça raconte finalement les émissions de gaz à effet de serre à venir pour l'entreprise. Et donc quelqu'un qui me dit simultanément je veux être neutre en carbone à horizon 2050 et en même temps j'y vais à fond les ballons sur les capex fossiles, là j'ai besoin qu'on m'explique quelque part. Je veux bien le comprendre, mais j'ai besoin qu'on m'explique. Et la troisième chose que je regarderai, c'est la compensation. Il y a pas mal d'entreprises qui ont des objectifs ambitieux et qui font de la compensation carbone. Alors j'aime beaucoup la compensation, j'ai commis en 2008 un bouquin qui s'appelait « Comprendre la compensation carbone ». Comme je l'aime beaucoup, qui aime bien châtie bien, je regarderai ça aussi avec, j'allais dire, un petit peu de recul. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je me poserai les questions in-setting versus off-setting. Voilà, désolé pour l'anglicisme, ceux qui comprendront, et ceux qui ne comprennent pas, venez me voir après. Je regarderai également les réductions d'émissions versus la séquestration de carbone. Si tout le monde compense en réduisant les émissions des autres, en finance, ça s'appelle un système de Ponzi. Donc voilà, à la fin, il faut compenser en séquestrant. Et puis la dernière chose, voir s'il y a des labels derrière tout ça, si c'est un petit peu crédible, et c'est pas simplement Tom Miller qui plante trois arbres dans son jardin et qui dit, entre guillemets, qu'il y a 2 tonnes qui ont été séquestrées. Donc il y a une question de certification également de tout ce qui est séquestration du carbone. Il y a des choses qui existent en France, c'est super. Quand je parlais de plan de transition, si j'ai encore 30 secondes, j'ai parlé de plan de transition des entreprises, de l'économie réelle et du secteur financier. Et là, je vais peut-être dire un truc qui sort un peu des prérogatives de l'AMF, c'est que les États se dotent également d'un plan de transition
avec des moyens et notamment qu'ils disent combien d'argent public va être mobilisé au service de la transition dans les prochaines années, histoire de crédibiliser un petit peu les engagements qui sont pris à Glasgow ou ailleurs. C'est vrai pour la France. Mais la stratégie nationale bas carbone, ça ne sert pas à ça? Alors ça sert à ça, sauf que je vous mets au défi de traduire la SNBC en mobilisation d'argent public dans la durée. Voilà, c'est peut-être un sujet pour la production de la SNBC 3. Et puis c'est vrai pour la France, c'est peut-être vrai pour d'autres pays européens également. Je me tourne vers Thierry Déaut, on a encore pour une dizaine de minutes, je crois. Ça tombe bien parce que je vais vous demander de réagir à l'interpellation du ministre. Un bilan très intéressant. Vous dites ce que vous voulez. Alors, la place financière de Paris, vous êtes président de Finance for Tomorrow. Comment est-ce que vous réagissez à ce discours? Est-ce que la finance française en fait assez? Est-ce qu'elle devrait être plus engagée? Vous avez beaucoup promu la finance à impact. Qu'est-ce que c'est? Ça va servir à quelque chose? Alors on peut être d'accord avec le ministre pour dire qu'on peut faire plus. Et ça, je crois qu'on n'a pas fini de faire plus pour les 10 années qui viennent. C'est important de garder cet engagement. Alors pour ce qui est justement de l'alignement des flux financiers avec l'accord de Paris, c'est l'objet de l'Observatoire de la finance durable, qui est un projet financé par l'Union européenne, en grande partie, avec des acteurs publics et privés, et notamment Finance for Tomorrow, qui doit être le véritable outil qui nous permette de mesurer les progrès de la place de Paris en matière. Alors il y a des engagements qui sont pris, mais il faut être réaliste sur le fait que passer de l'engagement aux moyens, au changement de pratique, c'est quelque chose que les banques françaises, que les assureurs français, sur lesquels ils se sont engagés, et ils sont en train de le faire. C'est une transformation qui est, pour les 5 années qu'on peut regarder en arrière, très très importante et très forte. Donc il ne faut pas les décourager, mais ils peuvent certainement faire plus. Alors je ne sais pas si en février 2022, on aura déjà une vision de la trajectoire, j'en doute, mais on aura peut-être plus d'idées sur comment arriver à se donner des objectifs, en tout cas court et moyen terme, pas que long terme, sur cette trajectoire. Alors pourquoi, dans ce sens, on a promu, sous l'impulsion d'ailleurs d'Olivia Grégoire, la finance à impact? C'était pour justement passer de la responsabilité à l'engagement. La responsabilité, c'est le label ISR. C'est beaucoup de centaines de milliards en France, et puis c'est 30 trillions de dollars dans le monde pour la finance responsable. Mais la finance responsable, c'est l'ESG, c'est un peu la base du Do No Significant Harm de l'Europe. Mais pour faire plus et pour accompagner cette transition, l'idée, et je vais encore utiliser un anglicisme, c'est que la finance à impact devienne mainstream. Et la finance à impact, c'est quoi? C'est 3 principes assez simples. C'est une intentionnalité, donc vraiment être capable de se donner des objectifs sur la contribution positive qu'on veut avoir. C'est aussi une capacité de mesure de cette contribution, et puis c'est aussi l'additionnalité, au sens où il faut que mon action, mon investissement, en fait, a un lien quasi direct avec le résultat de cet impact, sinon on peut à peu près dire tout et n'importe quoi. Donc les 9 mois qui nous précèdent, où Finance for Tomorrow, avec Olivia Grégoire, a lancé cette task force de la place pour la finance à impact, a permis de faire converger un certain nombre d'acteurs, enfin les acteurs de la place de Paris, sur ce corpus de définition, mais aussi de travailler sur les méthodologies de mesure et aussi d'avancer sur le traitement de la donnée. Parce que on parlait tout à l'heure de souveraineté finalement, de la régulation et de la standardisation, puisque c'est l'enjeu. La double matérialité est très européenne, elle n'est ni chinoise ni américaine, mais pour ça, il va falloir des données. Et cette donnée, avec une philosophie française et européenne qui est de la donnée ouverte
et en open source disponible à tous, mais standardisé. C'est pas la même philosophie qu'on peut avoir de l'autre côté de l'Atlantique ou à l'Est. Donc voilà, c'est l'idée de la finance à impact, c'est aussi un moteur vraiment pour amener cet engagement supplémentaire dont la finance a besoin pour accompagner cette transformation. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le je fais du responsable et j'attends que ça se passe. 2030, c'est tout près. Après 2030, il sera trop tard. Mais si on ajoute l'intentionnalité, l'additionnalité, comme vous l'avez dit, et que ça doit être mesurable, il y a beaucoup d'objets financés en dehors des infrastructures qui satisfassent à vos critères de finance à impact. Mais vous pouvez financer les PME avec cette même intentionnalité. Après, il faut choisir ses combats, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout faire. Et c'est important quand on décline dans une entreprise, quand on décline chez un investisseur, il faut choisir ses priorités. Donc je peux, en tant qu'investisseur, décider que finalement l'impact social sur l'emploi de bonne qualité, c'est ma priorité en matière d'impact. Et donc je vais investir dans des PME pour y promouvoir une meilleure qualité de l'emploi. Voilà. Donc, mais ça ne veut pas dire que je peux en même temps, mais peut-être que je le peux, m'occuper de la trace carbone de ces mêmes PME. Donc en fait, il faut bien voir que passer du concept à la réalité, à la transformation de l'économie réelle, il faut faire des choix, avoir des priorités. Et les entreprises, elles créeront de l'impact selon leur secteur, selon leurs meilleurs talents, finalement adaptés à leur secteur, mais elles ne pourront pas créer de l'impact sur les 17 objectifs de développement durable d'un seul coup. Et il vaut mieux avoir des priorités et une intentionnalité forte avec des objectifs clairs que d'essayer de tout embrasser. Merci. Alors, dernière question, très rapidement, pour les deux politiques qui sont à ma droite. D'abord, Pascal Durand. On a parlé tout à l'heure avec Benoît Loguet de la gouvernance des rémunérations, mais aussi des processus internes de décision des entreprises. Est-ce que le niveau européen prépare un programme, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, en matière de gouvernance? C'est un sujet, je sais, sur lequel vous avez travaillé. En deux mots, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand l'État, ça bloque. On va être direct, c'est-à-dire que ce texte, il était sorti, et normalement il devait sortir en même temps que la révision de la CSRD et en même temps que le texte sur le devoir de vigilance, enfin les due diligence en anglais, parce qu'évidemment la question des rémunérations, la question des fonctionnements de l'entreprise et responsabilités des boards est une question qui est indissociable de la question de la CSRD sur la pratique. Parce que si on ne suit pas en pratique, et si, comme on le disait tout à l'heure, les bonus sont déséquilibrés à 90-10, etc., tout ça ne fonctionnera pas, in fine. Et malheureusement, à ce stade, la présentation du texte sur la responsabilité des directeurs, c'est le fonctionnement des boards, et le devoir de diligence et de due diligence est repoussée. Voilà. Donc j'aimerais vous dire que tout va bien, c'est dans les tuyaux, ça l'était. Mais on sent qu'il y a des résistances. Après, on est en train de toucher, et il faut aussi en avoir conscience, on touche là au nerf de la guerre, et par ailleurs au fait qu'il y a une volonté d'un certain nombre de dirigeants d'entreprise que je comprends parfaitement et qu'il faut arriver à équilibrer, qui est de ne pas voir trop le politique et le normatif entrer dans la gestion des entreprises. Et donc il y a une résistance très forte. Donc j'espère qu'on aura un texte très bientôt. En tout cas, c'est prévu et c'est évidemment dans les tuyaux. Merci. Alors Alexandre Olreutsch, je vous laisse le mot de la fin, la conclusion, réagir à ce que vous venez d'entendre et de votre point de vue pour la place financière de Paris, comment vous voyez les choses aujourd'hui et demain. Est-ce que je peux vous laisser conclure? Ça me dispensera de faire une conclusion. Il y a beaucoup d'éléments à dire sur cette conversation, c'est passionnant. Oui, la première chose, c'est que je ferai une distinction importante entre quelque chose que vous avez évoqué, la finance française et la place de Paris. Parce que pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose. La question de l'attractivité de la place de Paris, ce n'est pas forcément une question de finance française. Moi, je suis élu d'une circonscription qui inclut Londres.
Londres n'est pas la place centrale parce que la finance britannique est à Londres. Londres est une place centrale financière parce que la finance mondiale est à Londres. C'est ça la question de l'attractivité de la place. Donc il y a une question, c'est la transition de la finance française, et puis il y a une autre question, c'est l'attractivité de la place. Bon, le ministre a été très exhaustif sur la question de l'attractivité de la place. Je pense qu'en plus, une attractivité, il y a beaucoup de choses totalement externes aussi, l'éducation, l'attractivité pour les talents, etc., qui n'a rien à voir avec notre conversation aujourd'hui, mais qui est essentielle. Puis après, il y a la question de l'attractivité de la place en matière de finance verte. Moi, mon pari, ma conviction, c'est que la finance verte va devenir la finance de demain. Et que ce qu'on ouvre aujourd'hui avec le travail excellent qui est fait à Bruxelles, c'est une immense zone d'innovation. Et on va avoir, au fur et à mesure qu'on norme et qu'on donne de l'accès à beaucoup d'informations, beaucoup d'innovation, c'est une très bonne chose, beaucoup de recherche, beaucoup d'innovation, beaucoup de disruption. Et que l'enjeu de la compétitivité de la place de Paris dans ce cadre-là, c'est d'être le centre intellectuel, le centre financier, le centre où les idées se pondent, se font, se financent, se développent. Et du coup, moi j'avais proposé dans mon rapport que les acteurs de la place de Paris qui sont individuellement très avancés sur le sujet travaillent collectivement de façon plus exigeante et plus ambitieuse en proposant une refonte de structure pour associer de plus près la recherche, l'innovation et les acteurs financiers. Force est de constater qu'il y a eu beaucoup de groupes de travail. En général, quand il y a beaucoup de groupes de travail, ça veut dire qu'il y a peu de conclusions. Donc, il n'y a pas eu d'avancée majeure sur cette restructuration. Le ministre a demandé à Yves Perret de se repencher sur un sujet qui est similaire. Donc, j'espère que ce sujet viendra, parce que je pense que la force des grandes places, c'est leur capacité à mobiliser collectivement leurs forces plutôt qu'à être individuellement des acteurs en pointe sur leur sujet. Sur la finance française et ensuite la transition de la finance française, moi, je pense qu'on est en train de... Je partage tout à fait ce que Thierry Déaut disait, c'est-à-dire qu'il faut choisir des priorités. Il faut faire attention à tout mettre dans le même paquet parce qu'au final, on ne sait pas lire. En tout cas, moi, je n'arrive pas à lire ce qui se fait au final. C'est pour ça que je me méfie toujours quand on commence à mettre beaucoup trop d'objectifs dans un domaine très particulier. Et il y a une chose que j'aime beaucoup avec la finance verte, la finance carbone, c'est qu'on a un objectif qui est très, très défini, qui est l'accord de Paris, qui est ratifié par tout le monde, qui est scientifiquement quantifiable, qu'on sait décliner par pays, qu'on sait décliner par industrie. Et ça, c'est un avantage considérable qu'on n'a pas dans beaucoup de domaines, social, biodiversité et ainsi de suite. C'est une différence très, très considérable entre les deux. Et ce qui me paraît, c'est qu'il faut sortir d'une philosophie où chaque année, on fait des engagements sur ce sous-secteur et sur ce sous-secteur-là, et puis un engagement ici, un engagement là, et puis à la fin, il y a tellement d'engagements de tellement d'acteurs, de tellement de sous-acteurs, dans tellement de sous-domaines, qu'en fait, on ne sait plus très bien qui remplit ces objectifs, et rentrer dans une philosophie qui dit, on a un objectif de fond, il faut que l'industrie financière française ait un objectif elle-même, avec des étapes très claires, contrôlées, et avec une liberté en son sein pour remplir ses objectifs. Et c'est ça, j'espère, en tout cas que j'appelle de mes voeux, que j'espère que Yves Perrier réussira à faire, parce qu'au final, c'est ça l'objectif. Il va avoir beaucoup de moyens de faire la transition écologique, il faut laisser cette liberté aux acteurs, mais il faut avoir la capacité de contrôle, et il faut avoir des étapes très claires, et il faut avoir un objectif très défini. Et je pense qu'aujourd'hui, on a cette capacité-là, et c'est à cette condition-là qu'on arrivera à être vraiment avant-gardiste. Je remarque d'ailleurs que d'autres places, je pense par exemple aux Pays-Bas, avancent dans cette direction-là de façon très très concrète. Donc je pense que c'est faisable. Il y a encore beaucoup de travail à faire, et puis il y a des travaux excellents à attendre, mais que c'est dans cette voie-là qu'il faut s'engager et le plus rapidement possible. Bien.